Bonsoir. La France est-elle sans avenir? Pouvons-nous retrouver croissance et emploi en plein marasme économique et au sein d'une Europe, il faut le dire, à la traîne? Alors les réformes lancées depuis 2 ans vont-elles suffire? Place aux idées, 11e édition, ouvre le débat avec notre invité. Il est au cœur de la machine, Jean Pisani-Ferry, qui a été nommé par François Hollande commissaire général de France Stratégie, ce que l'on appelait jadis le plan. Il sera entre les mains de nos 2 experts, Mathias Léridon de Tilder et Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne. Magali Gérard d'Aris Interactive nous révélera dans quelques minutes le résultat du sondage exclusif pour Place aux idées sur la reprise économique en France. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Autour de nous, sur ce plateau, des jeunes représentatifs d'une société française dont l'attente est forte et, vous le verrez, qui garde espoir. Certains d'entre eux pourront échanger avec notre invité, Jean Pisani-Ferry, économiste, fondateur du think tank Bruegel. Il est l'auteur d'un rapport édifiant, Quelle France dans 10 ans? Portrait avec Laura Orozman. Été 2013, François Hollande demande à ses ministres un devoir de vacances. La question est à peu près la suivante. Exposez votre vision de la France en 2025. Chaque ministre rend sa copie et chacun présente dans son domaine sa vision plus ou moins créative de notre pays dans 10 ans. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, voudrait y voir des forces de l'ordre 3.0 qui utilisent les nouvelles technologies. Cécile Duflot, encore ministre du Logement, se prend à rêver d'une France où l'accès au logement est devenu une étape plaisante de la vie. À la suite de ce séminaire, François Hollande demande une vraie copie. Elle sera rendue par Jean Pisani-Ferry, économiste influent, fondateur d'un groupe de réflexion européen proche du PS et depuis mai 2013, commissaire à la stratégie. C'est le monsieur futur du gouvernement. Son constat est assez pessimiste. La France décroche depuis 25 ans. Sa mission, fixer des objectifs et donner des leviers stratégiques pour que le pays aille mieux en 2025. Sa méthode, le débat. Pendant 4 mois, Jean Pisani-Ferry et ses équipes ont sillonné la France, comme ici à Lyon, des participations orales et des contributions écrites, pour arriver à ce rapport 232 pages remis au président en juin dernier. Alors, quelle France dans 10 ans pour Jean Pisani-Ferry? D'abord, une France qui aurait renoué avec la confiance, politique notamment. Le rapport pointe l'importance du non-cumul des mandats pour que les élus ressemblent plus aux électeurs. La réduction du nombre de portefeuilles ministériels et la précision de leurs attributions pour baisser le taux d'abstention aux élections législatives. Le rapport donne aussi des objectifs économiques. Parmi eux, ramener la dette publique à 75% du PIB contre plus de 90% aujourd'hui, viser 1000 entreprises supplémentaires de taille intermédiaire et accroître le nombre d'entreprises exportatrices. Et enfin, des changements sociétaux, réduire le prix du logement de 30%, diviser par 3 le nombre de décrocheurs scolaires et réformer le système de formation tout au long de la vie. Un rapport de politique fiction qui ne donne pas de solution miracle, plutôt des objectifs, salués par certains, jugés trop pessimistes pour d'autres, voire même décevants. Manuel Valls, Premier ministre, l'a jugé trop théorique et pas assez pratique. Voilà pour ce résumé de cet ouvrage très dense. Bonsoir à vous, Jean Pisani-Ferry, et bienvenue. Avant de feuilleter votre rapport publié chez Fayard, beaucoup de choses à en dire, j'ai envie de vous poser une question. Vous venez juste d'être nommé par Bercy, vous êtes chargé de plancher sur des mesures communes à la France et à l'Allemagne pour stimuler la croissance. De quoi s'agit-il ? Enfin, nommé, c'est beaucoup dire. Le ministre de l'économie français et son homologue allemand ont ensemble demandé à un économiste allemand et à moi de préparer d'ici un mois environ des idées sur ce que les 2 pays peuvent faire en matière de réforme, en matière d'investissement et puis en matière d'initiative commune. Qui viennent s'ajouter, j'imagine, à toute cette réflexion. Oui, c'est un horizon plus court. C'est un horizon plus court, puisque nous sommes dans une situation difficile en Europe, ça n'a échappé à personne. Alors pour la première partie de Place aux idées,
Une question éminemment d'actualité, quelle méthode pour réformer la France? Bonsoir Mathias Léridan, c'est à vous. Bonsoir Jean Pisani-Ferry. Dans l'introduction de votre rapport, il y a un titre qui est « Retrouver le goût des lendemains ». Et puis en même temps, vous nous dites dans ce rapport que notre trajectoire, la trajectoire de la France, elle est économiquement, politiquement et institutionnellement insoutenable. Moi, je voudrais vous poser juste une question très simple, puisque vous avez débuté votre rapport avec un Premier ministre, il a changé entre-temps, on a vu qu'il avait eu un certain nombre de propos sur votre rapport lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises par le gouvernement vont dans le sens de retrouver ces lendemains, ou est-ce qu'il faut amender cette politique gouvernementale, comme le proposait Martine Aubry dans le journal du dimanche il y a quelques jours? Un horizon de 10 ans... C'est deux choses très différentes. Vous me ramenez d'un horizon de 10 ans à un horizon de 3 mois ou 1 an. Je crois que le mérite d'un horizon de 10 ans, c'est qu'on se pose d'autres questions. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas justement la question de savoir exactement est-ce qu'il faut infléchir le dosage, introduire cette mesure, etc. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on veut atteindre à un horizon plus lointain. 10 ans, ce n'est pas l'horizon d'un gouvernement, ce n'est pas l'horizon d'une majorité, c'est un horizon pour le pays. On est sûr que dans les 10 ans qui viennent, il y aura des changements de politique, il y aura des changements d'équipe. Donc l'idée de notre travail, ça n'a justement pas été de se focaliser sur l'inflexion qu'il peut y avoir dans la politique économique immédiate, mais de se dire qu'est-ce qu'on vise. Mais alors, comment on fait? Parce que si vous dites, en fait, l'horizon de temps 10 ans, ça n'est jamais l'horizon d'un gouvernement. D'ailleurs, vous le dites dans votre rapport en disant que c'est la difficulté de la France. Mais comment on passe de l'analyse à l'action si on n'a pas un gouvernement qui est prêt à le faire? L'exemple dont on est parti. Au milieu des années 80, on s'est rendu compte que la France avait un énorme retard éducatif. C'est-à-dire que nous étions encore un pays dans lequel la proportion des jeunes qui accédaient au baccalauréat, à l'université, était faible, était plus faible que dans un certain nombre d'autres pays. Bon, le gouvernement, c'était Jean-Pierre Chevènement à l'époque qui était ministre de l'Éducation nationale, a dit « fixons-nous l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac ». Eh bien, on voit, vous prenez la courbe des jeunes qui accèdent au niveau du bac, à ce moment-là, elle stagnait, elle commence à s'infléchir, et ensuite, pendant 10 ans, effectivement, pendant 10 ans, elle augmente. Et ça, on a eu des changements de majorité, on a eu un gouvernement de gauche, donc puis on a eu un gouvernement de droite, puis on a eu un gouvernement de gauche, et la courbe est toute droite, et elle augmente continuellement. Donc, on s'est fixé, un gouvernement particulier a fixé un objectif, un cap, et ensuite on l'a continué, en dépit du fait qu'il y a eu des alternances politiques. Et c'était nécessaire pour la société française. Et la société française aujourd'hui est très différente. C'est d'ailleurs une partie des difficultés qu'elle a. Elle est très différente de ce qu'elle était, en partie parce que les jeunes, ceux qui sont autour de nous, sont aujourd'hui beaucoup mieux formés que ceux qui les ont précédés, et en particulier maintenant ceux qui atteignent le bord de l'âge de la retraite. Alors c'est un très bon exemple. D'ailleurs, vous parlez aussi de celui de l'objectif de la décentralisation dans les années 80. Mais dans votre rapport, vous fixez 8 objectifs. Est-ce que lorsqu'on fixe 8 objectifs à un horizon de 10 ans, c'est pas finalement le fait de n'en fixer aucun? Parce que la réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la France, dans toutes ses composantes, est capable de travailler à 8 objectifs pour dans 10 ans? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y en a un qui est prioritaire parmi ces 8 objectifs? Sachant qu'ils sont très différents. Ils concernent la modernisation de la vie politique, l'organisation de la société, le vivre ensemble, l'économie. Donc, est-ce que c'est réaliste de proposer 8 objectifs pour la France dans 10 ans? Ou est-ce que c'est 8 objectifs et il faut en choisir un? Je ne pense pas qu'il faille en choisir un. Je pense que le diagnostic qu'on fait, c'est que les Français ont une image brouillée de leur présent et de leur avenir. Ils ont besoin, sur un ensemble de sujets, d'y voir plus clair, de voir quel est le cap. Alors, les questions qui nous ont été posées étaient vastes. Le Premier ministre nous avait posé un ensemble de questions qui couvraient un champ étendu. Ça n'a pas été facile de travailler sur l'ensemble de ces sujets en même temps. Mais je ne le regrette pas parce que, vous savez, prenez par exemple, vous avez dit les questions institutionnelles, les questions politiques. Ce n'est pas dans le genre de sujet que normalement des économistes ou des gens qui sont spécialistes des questions sociales abordent. En même temps, est-ce qu'on peut ignorer cette dimension? Est-ce qu'on peut ignorer aujourd'hui, quand on parle de l'avenir de la France, le fait qu'il y a une défiance considérable à l'égard des politiques, qu'il y a quelque chose de brisé dans la démocratie française, dans le rapport des citoyens avec leurs élus? Non, on ne peut pas l'ignorer. Donc, les réformes politiques, ce qui peut recréer de la confiance dans la démocratie, c'est un ingrédient nécessaire. Parce qu'il faut faire des choix, il faut faire des investissements,
Un investissement pas au sens matériel, mais au sens institutionnel. On doit investir dans des réformes, on doit investir dans de l'éducation, on doit investir aussi dans des investissements matériels. On ne le fera pas, on n'aura pas confiance dans le fait qu'il faut faire ces investissements si on ne se dit pas aussi qu'on peut avoir une certaine confiance dans les dirigeants et dans la manière dont fonctionne la démocratie, c'est-à-dire dans la manière dont on peut demander des comptes à ces dirigeants. Lorsqu'on lit votre rapport, Jean Pisani-Ferry, on a un peu l'impression, et d'ailleurs il y a eu un débat lorsqu'il est sorti, que finalement en France, on met l'État au centre de toutes les questions, de tous les problèmes. Est-ce que finalement ce n'est pas un des sujets fondamentaux de la difficulté française, c'est qu'on attend peut-être trop de l'État, et lorsqu'on regarde d'ailleurs les pays voisins, qui ont peut-être des États moins organisés, moins forts, mais peut-être un petit peu plus de liberté pour l'initiative privée, pour les entreprises, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, en France, on a trop d'État et que tout tourne trop autour de l'État? On a un État qui est imposant, bien sûr. Hein, et on a un État qui est imposant en matière d'initiative, en matière de dépenses publiques, etc. Mais en même temps, on a un État qui n'a plus la capacité qu'il avait il y a 30 ans ou 50 ans. Hein, c'est notamment du fait de la décentralisation, notamment du fait de l'ouverture des frontières, notamment du fait qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont plus sous l'emprise directe de l'État. Et donc, on attend plus de l'État que ce qu'il peut donner lui-même. Il y a une partie des changements dont la clé se trouve dans la société. Alors Jean Pisani-Ferry, vous évoquiez à l'instant les questions d'éducation, au fond, et aussi de relations au sein de notre démocratie, pour répondre à Mathias Léridon. Et vous parlez également d'initiative. Je me tourne donc vers notre premier témoin. Il s'appelle Moussa Camara. Prenez le micro, bonsoir Moussa Camara. Alors justement, vous êtes fondateur d'une association, AGPR, Agir pour réussir. Vous vivez à Cergy, vous avez 28 ans. Racontez-nous ce que vous faites. Bonsoir. Déjà, le travail qu'on fait sur Cergy, mon engagement associatif et citoyen n'a pas été un engagement conventionnel. C'est-à-dire, nous, face à plusieurs problématiques qui étaient liées dans nos quartiers, que ce soit des problématiques structurelles, comme les contrôles de police à répétition, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, pour nous, voilà, on a voulu, avec une bande d'amis, de se dire à un moment donné, il fallait qu'on puisse prendre nos responsabilités et faire en sorte d'améliorer nos conditions dans lesquelles nous vivons dans nos quartiers. Donc, à un moment donné, l'idée de créer AGPR, c'était comme une évidence. Parce que, voilà, à un moment donné, on ne pouvait pas compter sur les pouvoirs publics pour venir faire le travail que nous sommes capables de faire et que nous faisons mieux que n'importe qui. Alors votre association, en quoi cela consiste? C'est une prise en main des jeunes? Vous les aidez? En fait, notre association, elle a été créée en 2007, à la suite de faits malheureux qu'il y avait dans le quartier, des affrontements à répétition entre les forces de l'ordre et les jeunes. Donc très vite, pour répondre à ces problématiques-là, on s'est posé plusieurs questions. Et on ne savait pas par quelle porte on pouvait essayer d'améliorer nos conditions. C'était une association. Ça aurait pu être aussi une entreprise pour faire en sorte que nos conditions puissent avancer. Donc on a fait le pari de cette solidarité et de cette ouverture pour essayer de faire en sorte que dans nos quartiers, nos problématiques, on puisse les régler. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous établissez du lien social? Concrètement, on travaille beaucoup sur l'engagement des jeunes, parce que c'est vraiment important, sur la citoyenneté, sur l'entrepreneuriat aussi, parce qu'on sait qu'à un moment donné, la réussite dans nos quartiers passe aussi par une réussite économique, et aussi cette ouverture, de faire en sorte que nos jeunes puissent découvrir d'autres horizons et avoir une ouverture d'esprit pour faire avancer notre pays, quoi. Merci Moussa Camara. Jean Pisani-Ferry, là on n'est plus dans la France dans 10 ans, si je puis m'exprimer ainsi. Et il y a des formes d'urgence aussi pour recréer du lien social et aller vers d'autres démarches que, au fond, la déshérence. On est aussi dans ce que doit faire la France dans les 10 prochaines années, parce que une des caractéristiques en France, c'est que quand vous posez la question, on l'a fait, aux Français, est-ce que vous êtes optimiste pour vous? Est-ce que vous êtes optimiste pour la société française? En fait, les Français sont beaucoup plus optimistes pour eux-mêmes que pour la société. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a comme une équipe de football dans laquelle vous avez des individus, des joueurs qui sont très bons, mais l'équipe ne fonctionne pas. Hein, c'est un peu ça. Et donc, la réponse à ça, c'est
des initiatives publiques, mais sont aussi des initiatives d'engagement citoyen. Et parmi nos objectifs, on dit justement il faut augmenter l'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels le tissu associatif est beaucoup plus dense, beaucoup plus riche qu'en France. Et ce que vous faites, c'est, j'imagine, en partie, ça a des effets concrets, directs sur des jeunes qui, par votre association, trouvent une piste, mais en partie, c'est simplement le fait de montrer qu'on peut travailler ensemble, c'est des effets d'exemple. Donc vous créez, il me semble, enfin c'est vous qui allez nous le dire peut-être mieux que moi. Jean Pisani-Ferry, juste sur l'implication du citoyen, et l'exemple de Moussa Camara est un très bon exemple d'implication des citoyens. Vous dites dans votre rapport, pour pouvoir retrouver cette confiance, il faut créer le consensus au niveau des citoyens. Ce consensus au niveau des citoyens, ou cette participation active des citoyens, est-ce que vous êtes pour le référendum permanent ? Pas forcément, non. Pas forcément. Je pense que le référendum dans l'histoire française, l'histoire politique française, c'est un instrument qui pèse extrêmement lourd. Qui pèse extrêmement lourd. C'est pas une tradition à la Suisse. C'est pas une tradition dans laquelle on demande sans arrêt aux citoyens de se prononcer sur tel ou tel sujet. En plus, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement toujours la bonne manière de trancher les questions. Non, mais vous dites consensus, Je ne pense pas que la société française a nécessairement besoin de consensus. Surtout, elle a besoin d'avoir un certain nombre d'espaces de consensus. C'est vous qui dites que le consensus est important pour faire en sorte que l'ensemble des voies pour la réforme se mettent en place. Donc, si vous dites qu'elle n'a pas besoin de consensus, mais en même temps qu'il en faut pour mettre en place les réformes, comment on fait ? J'ai dit qu'elle a besoin de certains consensus. C'est-à-dire qu'il y a des domaines qu'on peut souhaiter faire échapper au débat politique. Mais on ne va pas tout faire échapper au débat politique, ça n'a pas de sens. Il y a des préférences différentes. Donc il faut qu'il y ait les sociétés qui fonctionnent bien, il y a un espace pour ce qu'on a en commun, qui est un peu l'espace du constitutionnel, si vous voulez, qui est plus ou moins large, et puis il y a l'espace du débat politique. Et l'espace du débat politique, il ne faut pas le nier. Mais simplement, il y a des entreprises qu'on peut poursuivre. L'exemple que je prenais tout à l'heure, le progrès éducatif, on peut dire, ça c'est un espace de consensus, c'est un espace qu'on poursuit à travers les alternances politiques. Alors ensuite, sur d'autres sujets, il va y avoir des choix différents qui vont être faits, et ça c'est normal. Mais peut-être, si vous voulez... Un dernier mot peut-être avec vous, Moussa Camara. Je voudrais qu'on revienne à vous. Oui. Pour conclure, pour répondre à tout ça. Pour conclure, moi en fait, par rapport à votre rapport, j'aimerais vous poser une petite question. C'est, en ces temps de crise, beaucoup font le choix du repli. Nous, comme beaucoup d'autres associations, on a décidé de faire le choix de l'ouverture et de la solidarité. Comment vous préconisez dans votre rapport cette valorisation et cette pérennisation du tissu associatif ? Parce que, voilà, aujourd'hui, nous, on agit sur des problématiques où l'État ne peut pas le faire et n'ont jamais été là, sur ces problématiques. Mais voilà, moi, je pense que le défi de la France... dans les années à venir, c'est que chacun d'entre nous puisse essayer d'aider et tirer l'autre pour qu'on puisse s'en sortir, comme vous disiez tout à l'heure, comme une équipe. Et c'est que comme ça que la France elle va réussir. Merci à vous. Le pays va réussir. Merci à vous. Alors, réponse ? Réponse, on a ce rapport qui est disponible. En fait, tout est disponible sur Internet de toute façon. Et puis, on a fait un cahier d'indicateurs pour traduire en indicateurs concrets un certain nombre d'orientations. Et donc, dans la démocratie, on a pris 3 indicateurs. On a pris un indicateur sur la participation aux élections législatives. On a pris un indicateur sur l'organisation des communes. Et puis un qui est atteindre 50% d'engagement bénévole. On est à 37 aujourd'hui. Et il y a des pays qui sont en Europe au-dessus de 50. Donc, l'engagement bénévole, c'est ça. C'est la participation des citoyens à des initiatives de toute nature. Mais ça fait une société, ça fait l'épaisseur de ce qui se passe et des médiations qui sont organisées par les citoyens eux-mêmes. Donc, c'est très important. Merci, Moussa Camara, pour votre témoignage. Mathias, encore une question avant de découvrir le sondage Harris Interactive. Oui, vous parlez de 50% d'engagement citoyen. Il y a un autre 50% dans votre rapport. Ça, c'est l'objectif, l'économie en mouvement. C'est porter à 50% la part des PME innovantes, et c'est avoir 1000 ETI de plus, donc les entreprises de taille intermédiaire, d'ici une dizaine d'années. Moi, j'ai une question simple. Dans le système fiscal et la pression qu'il y a sur les charges en France, la perte de compétitivité, est-ce que c'est réaliste ? La question, c'est d'abord, est-ce que c'est nécessaire ?
Et je pense que c'est nécessaire parce que la France est un pays qui est extrêmement bien doté en grandes entreprises de taille mondiale, les grands champions. On a plus de grands champions internationaux que les Allemands, que les Britanniques. On est le pays européen qui a le plus de champions internationaux. Mais on a une faiblesse, disons, de la deuxième division des entreprises. Et alors que l'Allemagne est très forte avec des entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire, qui sont des champions chacun dans leur domaine, nous, les rangs sont plus clairsemés. Et aujourd'hui, les grandes entreprises, ça reste un atout, mais les grandes entreprises, elles vivent leur vie dans le monde. Le territoire français, c'est un des territoires sur lesquels elles existent, elles investissent, elles produisent plutôt plus en France que par rapport qu'elles ne vendent en France, donc elles ont tendance à aller davantage investir là où sont leurs clients. Et ce dont on a besoin, c'est d'avoir une démographie des entreprises, des entreprises qui naissent, qui se développent, qui mais grandissent. vous ne répondez pas à la question. Comment on fait pour faire en sorte de passer de 0 ETI aujourd'hui en objectif à 1000 de plus? Il y a beaucoup d'ETI en France, mais comment on fait pour en avoir 1000 de plus en 10 ans? Comment on fait pour en avoir plus? D'abord, on fait que celles qui sont bonnes peuvent gagner des parts de marché. Donc il faut un marché des produits qui fonctionnent bien, dans lesquels les entreprises qui apportent des innovations se développent. Il faut du financement. Il faut un marché financier qui accompagne la croissance des entreprises. On a aujourd'hui un problème parce que traditionnellement on reposait sur les banques en France. Les banques aujourd'hui, on leur dit prenez moins de risques après la crise financière. Attention, prenez moins de risques. Donc les banques ont tendance à être plus prudentes. On a besoin de trouver des substituts qui permettent à des croissances très rapides. Et c'est d'autant plus important que dans l'économie moderne, le premier qui arrive sur la base d'une idée, il prend une part considérable du marché, des profits. Donc il acquiert rapidement une position dominante. On voit bien dans toutes les start-up qui sont développées, elles peuvent atteindre très rapidement une position dominante dans leur segment au niveau européen ou mondial. Donc il y a ça. Bon, il y a des sujets, il y a les sujets des seuils sociaux dont on débat en ce moment, qui sont est-ce que ce sont des freins à la croissance des entreprises? Il y a des sujets de qualification. Vous êtes d'accord pour faire en sorte qu'on ouvre ce débat et que les seuils sociaux... Je pense que, oui, bien sûr, on plaide dans le rapport pour ce débat. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut faire sauter les seuils sociaux ou qu'on veut tous les relever. C'est un sujet de négociation, c'est un bon sujet de négociation. On doit pouvoir trouver une manière d'éviter les discontinuités. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y a un moment où il y ait une discontinuité et qui fait qu'il y a beaucoup plus d'entreprises à 49 qu'il y en a à 51. Alors, il est temps de dévoiler notre enquête Harris interactive. Avec vous, Magali Gérard, bonsoir. Bonsoir. Nouveau visage de cette émission. Soyez la bienvenue. Vous êtes notre Madame Sondage, notre experte en opinion. Je vous propose de découvrir la première partie de ce sondage d'un trait. C'est-à-dire vous allez nous évoquer d'abord les atouts de la France, mais également la question plus générale qui portait sur l'avenir de ce pays. Alors d'abord les atouts, Magali. Tout à fait. Alors, on a demandé aux Français si, dans ce contexte économique perçu comme dégradé, la France disposait d'atouts, d'une part, et d'autre part, est-ce que ces atouts sont à l'heure actuelle suffisamment exploités? La France dispose-t-elle de ressources? Oui. Les Français perçoivent à ce titre plusieurs ressources sur lesquelles la France pourrait s'appuyer. La culture, 90% des Français partagent l'idée que la culture constitue un atout pour la France, mais également la diversité du territoire. Plus de 8 Français sur 10 partagent cette idée. Les entreprises constituent une ressource non négligeable, mais également les infrastructures. Pour autant, estime-t-on que ces atouts sont suffisamment exploités à l'heure actuelle? La réponse est non. Vous le voyez, les entreprises constituent-elles un atout que la France exploite suffisamment à l'heure actuelle? 72% des Français ont le sentiment que cet atout n'est pas assez exploité actuellement. Même constat pour la diversité du territoire, 63%, ou encore la culture et les infrastructures, dont 55% estiment que ces ressources ne sont pas exploitées à l'heure actuelle. Magali, pour bien préciser les choses, la diversité du territoire, qu'est-ce que ça sous-entend ? Alors, la diversité du territoire sous-entend que partout en France, et non pas seulement autour du centre d'Île-de-France, on a des ressources qui peuvent être exploitées, les façades maritimes, l'agriculture, les industries
autant de ressources que les Français attendent qu'on mette en avant et qui pourraient, de leur point de vue, contribuer à améliorer les perspectives économiques. Vous allez nous donner dans un instant le deuxième résultat dans la foulée. Juste une question, Jean Pisani-Ferry. Étonnant de voir les entreprises considérées comme un atout négligé dans ce pays. Pas tellement négligé. La différence entre ceux qui considèrent que c'est un atout ce qui est surtout frappant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de Français qui considèrent que c'est un atout. Qu'elle n'exploite pas suffisamment. Oui, si on regarde les performances, si on regarde les difficultés du commerce extérieur, si on regarde les difficultés de la croissance, inévitablement, on est amené à se dire que si on a une richesse en matière d'entreprise, peut-être qu'on ne l'exploite pas suffisamment. Nous en parlerons tout à l'heure d'ailleurs avec Laurent Bigorgne sur ces entreprises qui sont au fond l'objet de plusieurs plans successifs. Magali, la suite du sondage, la question portait sur l'avenir de la France dans la décennie qui vient. Et là, les avis sont particulièrement partagés. Oui, tout à fait. Alors, il est vrai qu'on se rend compte à travers cette question que les Français doutent et ont des difficultés à se projeter dans l'avenir. C'est le titre de votre ouvrage, hein, Quelle France dans 10 ans. Nous sommes en plein dedans, là. Alors. Tout à fait. 46% des Français, donc une minorité, estiment que la France peinera à retrouver de la croissance économique à l'avenir, contre 50% qui pensent que ce retour de la croissance ne se fera pas. Le constat est encore plus sévère s'agissant de la capacité de la France à rester l'une des principales puissances économiques mondiales, puisqu'ils sont seulement 42% à partager cette idée, contre 55%, une majorité qui partage un avis contraire. Sur ce point, on constate que les jeunes se montrent relativement plus positifs que la moyenne. Ils sont une majorité, 57%, à penser que la France retrouvera de la croissance économique. Et ils pensent à leur avenir, hein, c'est ça l'histoire. Hein. Oui. Alors, on sait par expérience dans d'autres sondages que les jeunes tendent effectivement à se montrer plus confiants et plus positifs concernant ces différents aspects. Mathias. Jean Pisani-Ferry, vous avez autour de vous dans le public des jeunes de moins de 30 ans. Ils croient fermement que la France va retrouver de la croissance et que dans les prochaines années, que la France va rester une grande puissance. Ils ont tort de penser ça ? Ils croient fermement, ils croient à 57%, c'est quand même pas... 57%, c'est une grande majorité de ceux qui sont autour de nous. Mais enfin, la croissance, c'était l'état normal, jusqu'en 2007. Non, mais répondez à la question. Vous pensez qu'ils se trompent ? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de croissance dans les 10 prochaines années pour eux ? Je pense que la croissance n'appartient pas au passé. Je pense qu'on peut et on doit retrouver la croissance, même si on a des difficultés immédiates sur lesquelles on pourra revenir, et pas seulement en France. Mais je crois que ce qu'indique votre sondage, c'est quand même qu'une majorité de Français n'y croient pas et que le nombre de jeunes qui y croient est quand même pas si élevé que ça. Ça indique un doute sur la question de la croissance qui est un doute frappant. Hein. Et moi, ce qui m'a frappé dans tous les débats qu'on a eus, c'est le fait qu'il y a un doute et en plus, il y a un questionnement de la croissance qui est assez fort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui considèrent que la croissance, soit ça risque de ne pas être pour eux, soit ça risque d'avoir des effets qui sont des effets défavorables. Oui, donc il y a à la fois une incertitude sur est-ce qu'on peut et un doute sur est-ce qu'on doit. Alors vous dites dans votre rapport, et d'ailleurs ça a beaucoup créé de dialogue et voire de réactions, vous dites que la croissance économique ne peut plus être aujourd'hui un but en soi pour la France. Comment vous expliquez ça ? C'est un but en soi, c'est-à-dire qu'on peut rester une grande puissance sans avoir de croissance ? Ce qui s'est passé si on revient en arrière, ce qui s'est passé dans l'après-guerre, c'est que la France a eu, comme beaucoup de pays, a construit un consensus autour de la croissance. C'est-à-dire on se disputait sur des tas de choses, mais au fond on était alliés vers l'idée qu'il fallait augmenter la croissance, augmenter le revenu, augmenter le niveau de vie. Et tout ça, ça nous a porté pendant plusieurs décennies. Il me semble qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et ça ne suffit plus pour les raisons que je disais, c'est-à-dire qu'il y a un doute sur est-ce que ça a des effets qui sont toujours positifs, il y a tout le doute environnemental autour de la croissance, et il y a un doute sur à qui est-ce que ça bénéficie. Et ce doute sur à qui est-ce que ça bénéficie, il est justifié, parce que même si la France n'est pas du tout dans la situation des États-Unis, on sait qu'aux États-Unis, 60% des bénéfices de la croissance, de l'augmentation du revenu national, va aux 10% supérieurs de la population au cours de la dernière décennie. Donc il y a une captation des effets de la croissance
par les plus aisés. En France, on est à peu près à 30%. Donc mais on n'est pas du tout dans la même situation. Vous en tirez comme conclusion qu'aujourd'hui, finalement, on vivrait mieux sans croissance. Non, je ne dis pas ça. Parce que je parle des perceptions. Oui, mais c'est un peu ce que vous avez dit quand même dans l'ouverture au séminaire gouvernemental de cet été, en août, où vous avez dit finalement, la France, dans 10 ans, elle sera plus vieille, plus petite et moins riche. Elle sera, en termes relatifs. Il est certain que le reste du monde va croître plus vite que la France. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'effectivement, le reste du monde se développe. Alors, que ça nous pose des problèmes, oui, mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle. On peut pas, ça va être difficile de mobiliser les Français sur les lendemains qui chantent, sur un projet de société comme celui-là. Mais c'est difficile pour tous les pays avancés. Mais quand vous êtes une minorité qui bénéficie de revenus élevés et que le reste du monde est dans la pauvreté et que ça change, à la fois, vous devez vous dire, ça me met en cause, ça m'oblige à me redéfinir, j'ai plus les mêmes privilèges que dans le passé, enfin privilèges, par relatif, mais en même temps, ça crée d'énormes potentialités. Alors, par exemple, la classe moyenne mondiale se développe énormément, et ça, c'est une autre mondialisation qui est devant nous. On a bien compris. Jean Pisani-Ferry, on évoquait tout à l'heure avec le sondage Harris Interactive cette culture pas assez exploitée comme un atout. Je me tourne vers notre deuxième témoin, Colline Debelle. Bonsoir, prenez le micro. Bonsoir. Alors vous avez 24 ans, vous avez fait HEC, et vous venez de lancer une start-up, en français dans le texte, consacrée à l'art. Elle s'appelle comment, votre start-up ? Elle s'appelle Artips. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faites dans cette start-up ? En fait, on est parti du constat, il y a un an, que c'était difficile d'avoir accès à la culture, soit parce que quand on rentre dans la vie active, on n'a plus forcément le temps de lire, on n'a pas forcément envie d'aller faire 3 heures de queue le week-end pour aller voir une expo, ou bien quand on vient en province, on n'a pas forcément la possibilité d'aller voir les grandes expos parisiennes, par exemple. Ouais. Et donc, on a décidé, pour rendre cet art plus accessible, de créer Artips, qui est une dose d'art au quotidien. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie chaque jour une courte anecdote qui est décalée et mémorable à propos d'une œuvre d'art. C'est gratuit, c'est par email, ça prend vraiment juste 1 minute à lire par jour. Et on a rassemblé 60 000 lecteurs par jour en un an. Par exemple, vous pouvez découvrir pourquoi Michel-Ange est revenu signer sa Pietà en douce, ou bien vous pouvez encore découvrir pourquoi Yves Klein a fait une expo du vide où il n'a exposé que du vide, par exemple. Alors vous le faites avec l'autorisation des expositions en cours, ou bien vous le faites de façon très libre et au fond vous détournez ce qui existe ? Alors en fait, c'est marrant, on a commencé sans travailler avec les musées. Donc on avait juste 80 spécialistes, des rédacteurs qui nous proposaient au gré de leur coup de cœur, de leur visite, leur petite analyse, leurs petites anecdotes. Et puis ensuite, les musées nous ont contactés, les villes, les régions, pour nous dire est-ce que vous pourriez parler de notre patrimoine à nous ? On a des œuvres, on aimerait raconter, on a plein d'histoires, on a des conservateurs. Et c'est a posteriori, en fait, qu'on a mis en place tous ces partenariats avec les institutions culturelles, les villes et les régions, pour attirer des gens et pour faire connaître, valoriser tout ce patrimoine. Quel est le modèle économique de votre entreprise sur le net ? Alors, évidemment, nous, on a lancé ça... Pardon, je ramène le débat des choses assez élémentaires, mais bon... Vous avez raison. On a lancé ça pour que ce soit gratuit, parce que notre vocation, c'est vraiment de démocratiser et de rendre accessible au plus grand nombre. Et ensuite, ce sont les villes, les régions qui ont envie de générer des visites ou du trafic sur leur site, qui peuvent sponsoriser certaines de nos anecdotes pour qu'on renvoie vers eux et vers leur site. Et puis, on travaille aussi avec des grandes entreprises, où dans ce cas-là, on envoie nos petites histoires aux employés pour travailler sur le bien-être au travail et faire un petit peu grandir les employés et leur apprendre, leur faire découvrir la culture, ou bien aux meilleurs clients, comme un petit cadeau un peu original de la part des entreprises. Merci Colline Debelle. Jean Pisani-Ferry, c'est le nouveau monde, c'est ça ? Ah oui, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde parce que d'abord, il y a votre question sur le modèle économique, c'est-à-dire on démarre et puis le modèle économique se construit progressivement. Au fur et à mesure, c'est ça. Et puis c'est le nouveau monde parce que vous avez démarré il y a 2 ans, c'est ça ? Un an. Vous avez déjà 60 000 abonnés. Vous allez en avoir peut-être un peu plus. Donc c'est aussi ce monde de croissance très, très rapide dans lequel ça marche à partir du moment où vous arrivez à atteindre une échelle où vous pouvez valoriser votre initiative et construire un modèle économique autour. Et donc c'est typiquement, ça renvoie à la discussion sur la croissance des entreprises. Il faut croître vite pour faire ça. Et parce que c'est pas le modèle de jadis dans lequel vous commenciez petit, vous croissiez lentement. Ça ne marche pas dans cette économie-là. Dans la perspective à 10 ans, Jean Pisani-Ferry, on a d'habitude, on entend que la révolution digitale, elle n'est pas encore complètement aboutie en France. Dans les 8 objectifs, il n'y a pas un objectif spécifiquement sur la révolution digitale. C'est une volonté, c'est parce qu'elle est partout dans tous les objectifs. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'elle est partout. D'abord, elle est du côté de la production, elle est du côté de la consommation, elle est du côté de la démocratie. Donc elle est partout. Je pense qu'elle va bouleverser énormément de choses.
On dit au passage, par exemple, que l'État va se trouver en position de concurrence parce que dans les cours en ligne, vous allez avoir des universités suisses francophones qui vont vous offrir des cours en ligne et qui vont du coup se trouver brutalement en position de concurrence avec les universités françaises. Et puis ça change les attentes des gens, c'est-à-dire quand vous avez l'habitude d'avoir des applications qui marchent sur votre téléphone, qui sont personnalisées, etc., ben vous attendez de tous les services qu'ils vous proposent le même niveau de qualité. Vous ne supportez plus un service qui est impersonnel et dans lequel on vous met en position. Une dernière petite question, oui ou non, Jean Pisani-Ferry. court. Le secteur culturel et artistique, c'est une chance pour la France dans 10 ans? Très court. Oui, c'est une chance, à condition de ne pas faire du passéisme, comme on fait parfois dans ce domaine. Merci Mathias Léridon. Je vous laisse regagner votre place dans le public. Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne va vous succéder. Voilà, installez-vous Laurent, bonsoir à vous. Je vous rappelle l'invité ce soir de Place aux idées sur LCP, Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, commissaire général au plan, on n'a qu'à ressortir la vieille expression. Avec vous, nous allons voir, Laurent Bigorne, si les réformes lancées depuis 2 ans peuvent porter leurs fruits, ce qui n'est pas encore le cas, on peut le dire. Nous allons voir tout d'abord comment s'en sortent nos voisins européens, notamment ceux qui ont été soumis à de sévères politiques d'austérité. Dublin, fin 2010. Dans la rue, les Irlandais crient leur colère contre l'instauration du budget le plus sévère de l'histoire du pays. Quelques mois plus tard, à Paris, même appel à la mobilisation des partenaires sociaux. Et à travers l'Europe, le message est toujours le même. Dans l'urgence et face au risque de faillite pour les gouvernements, tout est bon pour réduire les déficits et la dette publique. Abaissement du salaire minimum, suppression d'emplois publics, gel des salaires des fonctionnaires, hausse de la TVA. Il faut se plier aux exigences de l'Union européenne qui a accordé des plans d'aide financière. Arrêtons-nous sur 4 pays. La Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. Après 4 années au régime sec, comment s'en sortent-ils? La Grèce d'abord, symbole de la crise économique européenne. Aujourd'hui, le gouvernement grec se veut rassurant. Un chiffre est avancé pour 2015, il table sur 2,6% de croissance. L'Espagne ensuite. À droite comme à gauche, les gouvernements successifs ont entamé une cure d'austérité historique. Résultat, le pays est conforté par une timide reprise. Dans les faits, l'Espagne a connu une progression de son PIB de 0,6% au 2e trimestre 2014 et une baisse du taux de chômage qui reste cependant élevé à 24,7%. Au Portugal maintenant. Après 4 plans d'austérité, c'est le 2e pays à être sorti du plan d'aide de l'UE. C'était en mai 2014, le Portugal retrouvait son indépendance financière. Et les chiffres sont là. Hausse de 0,6% du PIB au 2e trimestre, baisse du taux de chômage à 13,9%, alors qu'il avait atteint un record historique au pire de la crise, s'élevant à 17,5%. L'Irlande enfin. Pour certains, c'est l'exemple même d'une politique d'austérité réussie. C'est le premier pays à être sorti du plan d'aide de l'Union. Les signes de la reprise se sont confirmés. Baisse du taux de chômage à 11,9% fin 2013 contre 13,7% en 2012. Surtout, le taux de croissance est monté à 1,5% au 2e trimestre de cette année. C'est bien au-delà des prévisions des économistes. Partout, le même constat. L'austérité a permis de rétablir l'ordre économique, mais au prix de nombreux sacrifices pour les citoyens. En France aussi et comme ailleurs, la question se pose. Faut-il maintenir un cap de rigueur inflexible ou laisser filer les dépenses pour relancer le moteur économique ? Voilà, si on en croit ce sujet, la Grèce ou l'Irlande iraient mieux alors que la France, eh bien, elle déprime. Ça, c'est un comble. Avons-nous fait le nécessaire? Quels sont les outils, les leviers d'action, Laurent Bigorne, pour relever la France? C'est à vous. Bonsoir Jean Pisani-Ferry. Bonsoir. Vous êtes économiste et avant tout économiste. Alors je ne vais pas venir vous voir comme un oracle, mais j'ai quand même envie de vous demander est-ce qu'au fond, premièrement, ce qu'on voit se passer dans d'autres pays, il n'y a rien à, il n'y a pas de leçon de portée générale à en tirer, mais est-ce que ce qu'on a vu dans le petit sujet est vrai? Est-ce que d'une certaine façon, on retrouve un peu de vigueur sur des pays qui nous sont proches, d'une part? D'autre part, le redémarrage de la croissance en France, on attend, il va venir, les politiques lancées vont porter leurs fruits. Vous avez au fond une prévision, ou en tout cas une anticipation sur ces phénomènes? Alors d'abord sur la comparaison. Je ne suis pas d'accord avec la comparaison qui a été faite, parce que ces pays, c'est des pays qui ont connu, en tout cas la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, des croissances phénoménales avant 2008, avant 2010, et puis un effondrement.
sont des pays qui avaient une gestion, notamment du fait du boom immobilier qu'il y avait eu, du boom de la construction, des développements invraisemblables avec un nombre de gens considérable dans le secteur de la construction, une frénésie de consommation, une frénésie de spéculation. Donc des oscillations plus fortes. Et puis ils se sont effondrés. Et la Grèce, c'était beaucoup du côté public. Et puis ils se sont effondrés. Alors ensuite, ils ont perdu l'accès au marché, on a envoyé la Troïka, on leur a fait subir des cours d'ajustement. On peut revenir sur le caractère approprié ou pas des cours d'ajustement. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la bonne image pour la France. Je pense que la bonne image pour la France, si on veut se faire peur, c'est l'Italie. C'est-à-dire c'est une économie qui n'a pas connu de boom, mais qui n'a pas connu de croissance du tout. Hein. C'est-à-dire une économie qui est plate. Vous répondez presque à ma deuxième question en disant que pour l'instant, ça va rester plat. Si vous regardez la France depuis l'été 2011, en France, d'ailleurs assez généralement dans la zone euro, mais depuis le printemps 2011, il n'y a pas de croissance en France. C'est une croissance extrêmement faible. Donc il me semble que notre problème, ce n'est pas un problème de surchauffe et puis d'effondrement et puis de rebond. Rebond d'ailleurs modeste dans ces pays, il ne faut pas exagérer, mais c'est plus un problème d'une part de relèvement de capacité, plus structurel si vous voulez, et puis de l'autre côté de retrouver en Europe des conditions en général qui sont plus favorables. Malheureusement, ce n'est pas en train de se passer en Europe. Et vous diriez la même chose de la situation de l'Angleterre par exemple, où on a le sentiment qu'il y a une baisse du chômage assez forte Oui, alors c'est plutôt une économie qui a subi un choc profond, hein, qui a du dynamisme. Alors, ils sont encore derrière nous si on compare la situation à la situation de 2007, mais ils ont plus de dynamique que nous, très clairement. J'ai commencé avec la casquette d'économiste. Je vais passer cette fois-ci avec le sombrero de commissaire à la stratégie, sur France Stratégie, puisque je dis sombrero, vous faites énormément de choses. De la prospective, on en parle ce soir, du conseil au gouvernement. Donc le chapeau est large, c'est ça ? Exactement, à travers la mission qui vous a été confiée. Et puis j'essaie d'être un peu jovial, parce qu'on parle beaucoup de crise, donc il faut essayer de garder confiance. J'espère que vous me donnerez un sombrero à la fin de Exactement, s'il est place aux idées. Et puis, moi j'aimerais parler d'évaluation. Et je trouve ça très intéressant, puisque on sait trop peu, vous venez d'évaluer, au fond, le CICE. On pourra en parler sur le fond, vous en avez beaucoup parlé dans les médias. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un sentiment qui émerge avec France Stratégie à côté, par exemple, de la Cour des comptes, une voix qui est certes une voix dans l'État, mais qui est une voix aussi qui a son indépendance, sa liberté, et qui aujourd'hui va peut-être nous aider au fond à une meilleure gouvernance des politiques publiques. C'est comme ça que vous le voyez ? C'est un de nos rôles. Quitte à faire un peu mal à l'État quand... Quitte à faire un peu mal, oui. L'évaluation, ça n'a pas de sens si on ne le fait pas de manière objective. Donc, dans le cas du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, donc les 20 milliards qu'on consacre depuis 2013 à aider la compétitivité des entreprises, bon, c'est 20 milliards d'argent public, c'est quand même beaucoup. Et dans la loi, on a indiqué qu'il fallait mettre en place, en même temps qu'on mettait en place le CICE, une commission pour évaluer ses effets. Donc on m'a demandé de présider la commission. Elle est composée pour partie de partenaires sociaux, pour partie d'administration. On a fait 2 rapports. On n'a pas encore beaucoup d'éléments parce que malheureusement les données, dans ce métier, les données sont en retard sur la réalité, donc on est tributaire des données. Mais enfin, on a essayé de faire très objectivement des constats qu'on pouvait faire. Et je crois que c'est très utile. Je crois que c'est indispensable de fournir des bases, là encore au débat. Ensuite, chacun peut prendre ses positions, mais qu'au moins on soit d'accord sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Alors moi j'essaye de poser au fur et à mesure les outils. On vient de parler d'un outil, c'est de la gouvernance, être capable d'aller challenger l'État, d'aller dire à l'État comment mieux orienter ses politiques. On a parlé du CICE, on pourrait parler d'éducation, d'enseignement supérieur, de formation professionnelle. Je vais aller tout de suite. Ce qu'il faut qu'on dise, oui, c'est qu'on est capable de faire des choses très précises dans certains domaines. On est capable d'aller mesurer, parce que c'est aussi du travail sur les données individuelles, ce sur quoi le big data dont on parle beaucoup, c'est de travailler sur des données individuelles et d'essayer de comparer des gens qui sont touchés par certains dispositifs avec des gens qui ne le sont pas, et de mesurer précisément l'effet des politiques. Il y a un exemple. Le big data qui est l'ensemble des données. Ouais. Mais il y a un exemple qui fait comprendre tout de suite. Vous savez, quand une classe atteint 30 élèves, elle est dédoublée. Donc, brutalement, dans le même lycée, eh bien, vous avez une classe qui est dédoublée et qui passe de 31 à 2 fois 16, quand il y a un petit accroissement. Et si vous comparez les succès scolaires
de ceux qui sont dans une classe dédoublée dont la taille s'est réduite à ceux qui sont dans un lycée de même nature dans lequel ce dédoublement n'a pas eu lieu, vous pouvez mesurer l'effet de la taille des classes. Et cette bataille qu'on a eue pendant des années et des années sur l'effet de la taille des classes, on peut mesurer. On peut mesurer beaucoup de choses. Alors, en même temps, vous avez raison, on peut mesurer beaucoup de choses. Je vais être un peu taquin. On a pu mesurer par exemple l'impact des contrats aidés. Parce qu'on a pris les emplois jeunes à l'époque Jospin, voir qu'objectivement leur qualité d'insertion n'était pas formidable, ça ne nous empêche pas de continuer à en faire beaucoup. Oui, donc ce qu'on retient des politiques publiques, ce qu'on apprend des politiques publiques, même quand elles sont évaluées, n'est pas toujours ce qu'on en fait ensuite. Et complément de la question, le CICE, c'est une classe de 15 ou 16 ou de 30 le CICE, justement, comme je disais, on n'a pas encore les éléments pour mesurer dans le détail, parce que les données sont en retard. Ce qu'on voit bien, c'est que ça pénètre lentement dans les entreprises, parce que pour une entreprise, pour changer ses pratiques sur l'effet d'une mesure de ce type, c'est une mesure un peu compliquée. Ça prend plus de temps que des mesures plus directes, comme des allègements de cotisations sociales, par exemple. Et pour répondre à la question de Laurent Bigogne, sur qu'est-ce qu'on fait des évaluations, enfin, qu'est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui, selon vous, fait des évaluations? Alors c'est vrai des évaluations que vous pouvez faire, que vous allez initier, mais c'est vrai aussi celle de la Cour des comptes. On a le sentiment qu'on a du mal encore quand même en France à avoir cette gouvernance qui permet de tirer les enseignements, de faire attention à ce que nous dit par exemple l'économie expérimentale telle que vous la décrivez. On a le sentiment qu'on est un peu en arrière de la main par rapport à d'autres pays en Europe. Vous partagez ce point de vue ? Oui, on est un peu en arrière de la main, c'est vrai. Le débat politique fonctionne encore beaucoup avec des symboles et pas assez avec des faits. Maintenant, vous parlez de la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes, ils ont de l'écho. Ils ont beaucoup d'écho. Ils ont de plus en plus d'écho. Les Français sont très attentifs au fait de savoir si on utilise bien les fonds publics ou pas. Ils ont beaucoup d'écho parce qu'ils sont très critiques, au fond. Oui, mais parce que ça rencontre une demande des citoyens qui est de savoir est-ce que les fonds publics sont bien utilisés. Ils ont raison. Donc il me semble que peu à peu, cette discipline de dire est-ce que ce qu'on fait correspond vraiment à l'objectif qu'on vise, elle progresse. Alors sur les emplois aidés, on sait souvent que les emplois aidés, c'est pas bon structurellement, ça je crois que tout le monde le sait. Conjoncturellement, on peut en avoir besoin. Mais bon, dans des situations d'urgence, on se dit ça fait autant de gens qui ne sont pas en situation de chômage. On va passer au premier témoignage, si vous le permettez. On a vu dans le reportage tout à l'heure, il était question des autres pays de l'Union européenne. Et je me tourne vers Anna Martins. Prenez le micro, bonsoir. À vous. Vous avez 20 ans, vous êtes jeune. Vous êtes étudiante française et portugaise, franco-portugaise. Vous étudiez... Le droit. À Paris. Et vous nous avez intéressés parce que vous avez, au fond, vous, le regard sur deux situations distinctes, de deux pays très différents. Alors, témoignage. Exactement. Alors, moi, je suis née en France, donc je suis française. La particularité que mon parcours peut avoir, c'est que je suis présidente d'une association de jeunes étudiants lusophones. Du coup, je suis en contact régulier avec des jeunes du Portugal qui, notamment, partent maintenant du Portugal pour venir en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, trouver du travail, tout simplement, trouver une vie meilleure. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'ailleurs qu'au sein de Cap Magellan, qui est mon association, les jeunes qui arrivent et qui demandent de l'aide n'ont pas du tout le même profil que, par exemple, la génération de mes parents. Là où mes parents n'avaient même pas de formation, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la génération d'avant n'avait pas forcément de formation, bien moins qu'aujourd'hui. Et donc, ils partaient pour trouver du travail, pour trouver une vie meilleure, un peu à l'aveuglette, pour échapper un peu à l'autorité parentale sévère de l'époque et compagnie. Aujourd'hui, c'est très différent. Les jeunes Portugais ont la même indépendance qu'un jeune Français. Et ils sont diplômés également. Et ils sont diplômés. Et ils partent, c'est des psychologues, c'est des infirmiers, c'est des kinés, on a de tout qui arrivent à cet assaut et qui cherchent du travail. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la génération de mes parents, qui sont partis en se disant on retournera au Portugal plus tard, on aura notre maison là-bas plus tard, qui ont un amour fou pour ce pays, la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus révoltée. Elle part parce qu'elle ne comprend pas les politiques qu'on lui applique. Elle part parce qu'elle ne comprend pas comment on peut vivre dans un pays et ne pas avoir de perspective d'avenir, tout simplement. Elle ne supporte pas ça, et elle part. Vous évoquiez aussi, juste encore un mot, au Portugal, vous disiez au fond, les prix augmentent, mais pas les salaires. Exactement. Ce qui est incroyable, c'est qu'encore là, au mois d'août, quand j'y suis retournée, je me suis retrouvée à acheter les produits alimentaires basiques au même prix que je les paye à Paris. Mais je suis à Chaves, dans une petite ville du nord du Portugal, où le SMIC est à un peu moins de 500 €. Donc pour un jeune qui vit au Portugal, c'est pas possible de payer un loyer, de payer sa nourriture et en plus de ça d'avoir une voiture, par exemple. C'est pas possible. Donc il faut choisir soit la voiture, soit on retourne vivre chez les parents. C'est exactement ça ce qui se passe. Oui, très beau témoignage, très concret avec vous. Anna,
Jean Pisani-Ferry, vous vous rendez compte, au fond, vous réfléchissez sur une France, et c'est nécessaire, dans 10 ans, et avec de telles différences de situation de pays qui sont de la même famille. Mais comment est-ce qu'on fait ? Vous connaissez ça mieux que moi, mais disons, la connaissance que j'en ai à travers les chiffres, ça recoupe exactement ce que vous dites, hein, c'est-à-dire à la fois, dans le cas du Portugal, une situation en fait doublement difficile au Portugal. D'abord, c'était le pays à bas coût de l'Europe. C'était le pays qui fabriquait du textile en Europe. Et donc, c'est le pays qui a été le plus frappé par la Chine, par l'émergence des producteurs à bas coût dans le reste du monde. Et puis, c'est un pays qui a mal géré son entrée dans l'euro, qui a à la fois mal géré ses finances publiques et puis son immobilier, donc qui est parti avec des déficits extérieurs très importants, et brutalement, il y a eu cet ajustement très, très violent. Et effectivement, les jeunes partent. Les jeunes Espagnols partent, les jeunes bougent. Hein. En Europe, on a l'habitude de dire que les gens ne bougent pas. En fait, maintenant, les jeunes bougent. Et ils bougent. Alors, c'est une très bonne chose qu'ils bougent plutôt que de rester pour les mauvaises raisons, c'est plutôt ça. en étant non employés. La question, c'est est-ce qu'ils vont revenir ? Est-ce que c'est temporaire, ou bien est-ce qu'ils vont partir avec leur savoir, avec tout ce que le pays a fait pour eux pour les former, et laisser derrière eux un pays qui sera encore plus exsangue ? C'est ça la grande question. Merci Anna. Merci à vous. Je voudrais rebondir sur ce témoignage effectivement très, très concret pour parler un instant de la jeunesse de France. Elle est en filigrane dans le rapport, aussi bien dans le chapitre que vous consacrez à l'égalité en fin républicaine, ou en tout cas effective, mais aussi dans d'autres endroits du rapport. On a le sentiment qu'il y a eu une affirmation très forte en 2012. Je suis persuadé qu'on regarderait la campagne de 2007, on trouvera à peu près les mêmes termes d'ailleurs, d'une mise en avant de la jeunesse. C'était la priorité à l'école, la priorité aux primaires, c'était aussi la priorité à l'emploi. On a le sentiment qu'à mi-mandat, évidemment votre rapport dépasse de loin ce cadre, hein, mais que pour l'instant on est un peu déçu. C'est-à-dire qu'on voit que le taux de chômage des jeunes est toujours aussi fort, qu'il a plutôt tendance pour l'instant à se stabiliser grâce justement aux emplois aidés. On a le sentiment qu'une grande loi de refondation a été faite, mais qu'elle a surtout abouti à discuter de rythme scolaire. Hein. Est-ce que la France est en train de perdre le cap ? Est-ce qu'elle commet des arbitrages, notamment de politique publique ? Par exemple, on l'a vu sur les dépenses publiques supplémentaires consenties à certaines catégories de retraités. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'est pas un peu en train de perdre, au fond, le fil de ce que doit être une politique d'avenir pour la jeunesse ? Est-ce qu'on risque à un moment ou à un autre ce type de dérive et de déchirure dans le contrat social ? Oui. Je pense qu'on le risque comme tous les pays qui vieillissent, dans lesquels le poids électoral des vieux est beaucoup plus grand, parce qu'en plus, ils votent beaucoup plus que les jeunes. Et donc, ils sont nombreux, ils votent, ils sont éventuellement plus organisés. Donc, ils constituent dans l'équilibre politique une force plus grande que celle des jeunes. Il y a quelque chose et donc, on risque de faire des arbitrages qui sont effectivement défavorables à la jeunesse. Alors même qu'on part avec des bonnes intentions, hein, la réalité politique, c'est que c'est difficile aujourd'hui de faire des politiques pour les jeunes dans nos pays. J'ai lu dans le rapport, très précisément, qu'à un moment ou à un autre, vous poussez vers le fait qu'on réduise ce qu'on appelle la dualité sur le marché du travail, c'est-à-dire cet écart qu'il y a entre des CDD et CDI. Oui. Quand on regarde le cocorico de la semaine passée, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, c'est une des propositions que Jean Tirole a historiquement portées. On est très nombreux dans la société française à en parler, à porter cette proposition. On sait qu'aujourd'hui, elle ne trouve pas d'écho dans les organisations syndicales ou patronales, pas plus au gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger, et là je m'adresse aux spécialistes du débat public, pour faire bouger un sujet comme celui-ci ? Je pense qu'aujourd'hui, sur un sujet comme ça, ce n'est pas une opposition jeune-vieux. C'est aussi l'existence des jeunes dans le débat qui est en cause. Hein, le débat intergénérationnel, même si certains travaux, je pense aux travaux de Louis Chauvel, avec beaucoup de polémiques autour de ces travaux, mais enfin, il y a une réalité qui est que quand on regarde les différentes générations et quand on regarde l'évolution de leurs revenus, il y a bien des effets de génération, il y a bien des générations qui sont moins favorisées que d'autres. Et ça n'existe pas vraiment dans le débat public. Et alors on se demande pourquoi est-ce que les jeunes ne pèsent pas plus. En dehors des questions de nombre, d'organisation, pourquoi est-ce que ces effets de génération ne sont pas plus présents ? Je crois qu'il y a en partie le fait que les jeunes, ils sont dans l'idée que les voies d'accès au monde des vieux existent quand même et qu'ils préfèrent essayer de trouver la porte, passer la porte, quitte à ce qu'elle se referme derrière eux, plutôt que de dire changeons l'architecture de la maison. Hein, et le CDI, CDD, CDI, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, d'avoir un CDD,
c'est une série de difficultés pour la consommation, pour l'emploi, pour le logement, etc. Et l'aspiration, c'est d'avoir un CDI. Et donc l'idée qu'on va changer ces règles du jeu, je ne pense pas que les jeunes soient eux-mêmes très favorables. Et cela reste un débat très français. Alors nous conservons. Non, ce n'est pas un débat très français. Vous avez le même débat en Italie exactement en ce moment. Vous avez le même débat en Espagne. Chez nous, on avance du mal avec ça. Non, mais on a du mal partout. Je conserve votre caisse à outils, Laurent, et je me tourne vers Magali Gérard une nouvelle fois, d'Aris Interactive, pour l'autre partie du sondage exclusif pour Place aux idées. Les Français sont très critiques sur les mesures prises en faveur de la croissance. Oui, pour rebondir justement sur, et notamment sur l'emploi, qui constitue une crispation majeure de l'opinion depuis plusieurs années. Donc plusieurs mesures ont été testées et on a demandé aux Français s'ils estimaient qu'elles étaient efficaces pour relancer la croissance économique en France. La seule mesure qui est jugée majoritairement efficace par les Français à hauteur de 53% concerne le développement de 500 000 contrats d'apprentissage en PME d'ici 2017. 43% des Français, à l'inverse, pensent que cette mesure ne sera pas efficace. Au-delà de cette mesure, regardons ce que les chiffres nous révèlent concernant d'autres mesures qui pourraient agir en faveur de l'emploi. La création des emplois d'avenir, accessibles aux jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant peu ou pas de diplôme, ne convainc pas les Français. Seuls 35% pensent que cette mesure pourra être efficace. Même constat concernant la réforme du marché du travail. Seuls 27% voient dans cette mesure de l'efficacité. Pour terminer, le passage de 22 à 13 régions est jugé peu efficace, vous le voyez, par les Français. À peine plus d'un tiers estime que cette mesure aura un impact positif. Enfin, la fiscalité fait l'objet d'un rejet assez fort. Vous le voyez, seuls 13% voient dans cette mesure de l'efficacité qui pourrait permettre de relancer la croissance économique. Donc au fond, il n'y a que le développement de l'apprentissage qui trouve grâce aux yeux des personnes interrogées. Oui, tout à fait. On sait qu'à l'heure actuelle, le manque d'expérience constitue un frein majeur de l'insertion professionnelle des jeunes. Le cas allemand, fréquemment cité en exemple également dans les médias, peut contribuer à cette perception favorable des Français à l'égard de cette mesure. Juste un mot pour terminer peut-être sur le point de vue des jeunes, qui est sensiblement différent à certains égards, mais parfois aussi très proche de l'ensemble des Français. La seule mesure à leurs yeux qui pourrait être efficace pour relancer la croissance économique concerne également ces contrats d'apprentissage. Ils sont 57% à juger qu'une telle mesure pourrait être efficace, alors que l'ensemble des autres mesures proposées ne requièrent pas leur assentiment. Merci Magali. Les emplois aidés, apparemment, d'après ce que dit Magali Gérard d'Aris Interactive, Jean Pisani-Ferry, les Français n'y croient pas. Alors c'est un dispositif phare du quinquennat de François Hollande. Oui, mais ce sont des emplois assez ciblés. C'est pas la question posée sur la croissance, portée sur la croissance. Mais c'est peut-être un facteur de retour à l'emploi. Oui, mais tout le monde voit bien que c'est un dispositif qui est limité. Si vous me posiez la question, est-ce que c'est une mesure qui va relancer la croissance en France, je vous dirais non, ce n'est pas une mesure de croissance. Donc, je pense que ce que ça désigne avec l'idée des contrats d'apprentissage, c'est cette perception que dans le lien entre l'éducation nationale et l'entreprise, il y a un problème. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est très clair dans la perception des gens qui ont été interrogés. Oui. Voilà, il me semble que l'apprentissage, c'est qu'une des modalités. On n'est pas dans un système, si vous voulez, en Allemagne, il y a 1 600 000 apprentis. Donc c'est un système qui est construit comme ça. Le système français n'est pas construit comme ça. Il est construit avec une formation plus générale, moins de liens avec l'entreprise. Mais l'apprentissage, c'est une voie en même temps dans laquelle souvent les parents n'ont pas envie que leurs enfants aillent parce que c'est une voie qui est en même temps moins valorisée. Donc il me semble que ça désigne un problème général qui est le problème de la relation entre la formation et le marché du travail. Et la société. Peut-être pour Sogdet quand même un des enseignements de ce sondage, mais objectivement on aurait pu s'en douter, qui est l'aversion des Français pour l'augmentation de la fiscalité. Vous regrettez qu'entre 2012 et 2014, on soit énormément passé par l'ajustement par l'impôt pour essayer de courir après notre solde public, pour essayer de courir après notre déficit, ou vous pensez que c'était le choix qu'il fallait faire parce qu'on n'en avait pas d'autre ? Je pense qu'on a pris du retard sur la dépense publique, oui.
Sur le fait de je la pense diminuer. sur le fait de passer à un ajustement par la dépense. On est passé à un ajustement par la dépense. Enfin, donc on avait un déficit très élevé. Il fallait le combler. La question, c'était est-ce qu'on le comblait par l'impôt ou par la dépense. On a inévitablement au départ, et d'ailleurs ça avait été commencé avant, hein, puisque cet ajustement par l'impôt, il a commencé en fait à partir de 2011-2012. Donc inévitablement, il y avait une partie qui passait par l'impôt, mais il fallait faire la transition vers une réponse par la réduction de la dépense publique, et une réduction qui doit être structurelle, en fait, ne doit pas consister à simplement mettre un frein à l'augmentation de la dépense, mais davantage faire des choix. Et ça, je pense qu'on a pris du retard dans ce basculement d'une dimension à l'autre. Maintenant, elle est faite, mais on a pris du retard. Une question sur ce que dit ce sondage de l'emploi, puisqu'on a parlé d'apprentissage, de contrats aidés. Au fond, on voit que le logiciel posé par le gouvernement depuis 2012, mais c'était déjà le cas, je crois, de son prédécesseur et même depuis 2006, c'est celui de la négociation. Et on voit qu'on essaye, et vous en parlez beaucoup dans l'ouvrage, hein, de faire progresser un certain nombre de grandes questions sociales et entrer au droit du travail par la négociation. Avec en même temps un sentiment qui se dessine, c'est que ça ne va pas assez vite, c'est que parfois les effets ne sont pas assez puissants. Moi, j'aurais aimé avoir votre regard. Est-ce qu'au fond, le gouvernement a raison d'avoir poursuivi cette stratégie? Est-ce qu'elle n'a pas aujourd'hui, malgré tout, montré ses limites? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite et plus fort? Elle a montré ses limites au sens où les réformes qui ont été produites ne sont pas à la mesure des défis qui sont ceux de la France aujourd'hui. Et on le voit bien particulièrement en ce moment avec la question de savoir ce sur quoi il faut accélérer, comment arriver à un quantum qui fasse passer un peu de l'autre côté. Le rapport contient une analyse critique des réformes en France, consiste à dire en France, on se caractérise par la méthode des petits pas. Et le problème de la méthode des petits pas, c'est qu'on est toujours dans l'attente de la réforme suivante. Donc pour les gouvernants, ils se disent, au fond, je borne mon ambition à ce qui est acceptable par la société française à un moment donné, mais le problème, c'est que ça crée de l'instabilité, parce qu'on n'est jamais passé de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où on a des nouvelles règles du jeu, où les gens comprennent comment ça marche, etc. Donc il me semble que oui, il y a un problème de méthode. Alors, est-ce que la négociation avec les partenaires sociaux peut délivrer plus ? Je pense qu'il faut essayer, il faut mettre davantage la négociation sociale sous tension, avec des objectifs en termes de résultats plus ambitieux. Et par exemple, la réforme de la formation professionnelle, je pense personnellement qu'elle n'a pas été assez ambitieuse. Jean Pisani-Ferry, on évoquait à l'instant les questions d'apprentissage, de recherche d'emploi qui virent souvent au drame, à la galère. Hein. Dernier témoignage de cette émission, vous êtes là, bonsoir à vous, Atman Haïtsid. Prenez le micro, bonsoir et bienvenue. Vous avez, 23 ans, vous habitez, vous m'avez dit, à Saint-Ouen, oui, en région parisienne. Et racontez tout simplement votre histoire. Hein. Vous avez passé un BEP, comptabilité, BEP, vous avez échoué, hein, c'était il y a 7 ans. Et depuis, c'est un long parcours difficile. J'ai fait des boîtes d'intérim. Parlez bien d'un micro. J'ai fait des boîtes d'intérim, mais c'est juste des missions d'intérim qui ne débouchent pas sur un CDD ou un CDI. Beaucoup de périodes d'inactivité, de recherche d'emploi, d'inactivité. Des rendez-vous avec Pôle emploi, mais ça débouche sur vraiment rien du tout. J'ai envoyé des centaines de CV. Pas de réponse ou des réponses 8 mois après. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut de l'aide et du suivi pour les jeunes déscolarisés, ou même tous les jeunes, quoi. Il faut qu'ils soient orientés vers quelque chose. Parce qu'au fond, vous n'avez pas de diplôme, mais vous êtes un jeune homme volontaire. Hein. Vous aimeriez travailler. Il n'y a évidemment pas ou peu d'emplois à disposition. Quel était votre dernier job, par exemple ? Mon dernier emploi, c'était à UPS, en tant qu'agent de quai. C'est un niveau Bac plus 2. Il faut avoir le Bac plus 2 pour y travailler, quoi, mais j'ai travaillé là-bas. Et ça s'est bien passé, mais ça ne débouche pas sur... Et chaque fois, ce sont des contrats courts ? Tout à fait. Ouais. On va travailler les 2-3 mois par an. Vous, que dites-vous que les dispositifs qui sont mis en place sont, pour vous, de votre point de vue, inefficaces ? Je pense que c'est inefficace. Il n'y a pas assez de suivi, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'aide. Ouais. Et qu'est-ce que, selon vous, il faudrait faire pour que vous puissiez, vous, accéder à l'emploi ? Parce que vous avez envie, en plus. La plupart des emplois, ils demandent de l'expérience. Mais comment avoir de l'expérience si on ne nous donne pas d'emploi ? Ça aussi, le problème. C'est l'éternel problème. Hein. Oui. C'est un gros problème. Première chose. Minimum 1 an, 2 ans d'expérience. Mais il faudrait déjà qu'on nous prenne, qu'on travaille pour avoir de l'expérience. Ça, pour rentrer dans le monde du travail, c'est difficile pour les jeunes comme ça.
Parce que là, ils ne sont pas suivis, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'acceptation. Mais vous avez l'envie d'en sortir. Tout à fait. Je suis optimiste. Je me bats. Faut pas lâcher, quoi. Sinon, on se laisse aller et puis c'est fini. Jean Pisani-Ferry, un tel témoignage, c'est important, édifiant. Hein, Bien sûr. Votre conseiller Pôle emploi, qu'est-ce qu'il vous dit? Mon conseiller Pôle emploi, il me dit d'aller à la mission locale. La mission locale, ils me disent d'aller à Pôle emploi. Je suis une balle de ping-pong. Et vous avez donc, au départ, vous aviez entrepris une formation de comptabilité. C'est ça. Et vous avez envisagé de recommencer, peut-être en ayant gagné en Non, ça ne m'intéressait pas trop. expérience, j'ose pas dire, mais peut-être en motivation. Non, je voulais recommencer, mais il n'y avait pas de session de rattrapage. Et j'avais plus de place au lycée. Donc voilà, je suis sorti du système scolaire. Oui, mais aujourd'hui, vous pouvez peut-être obtenir une formation. Les formations qu'ils nous proposent, c'est des formations de 2 ans. Et je pense que c'est de la perte de temps. Je pense que c'est de la perte de temps. Parce qu'un jeune qui recherche un emploi, il ne va pas aller en formation 2 ans alors qu'il n'a aucun revenu. Ok, merci en tout cas pour ce témoignage qui est assez poignant finalement, et des cas comme celui de Atman, Aïtsid, il y en a à l'infini dans nos sociétés. On va peut-être conclure avec vous, Laurent Bigorgne. Oui, c'est un des points pointés dans le rapport. On manque, ce pays n'offre pas suffisamment de seconde chance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une fois que le système scolaire est passé, qu'on a raté cette marche-là, la marche du diplôme, on est dans un pays où les secondes opportunités existent peu, mais je crois que c'est un point que nous partageons. C'est d'abord les conditions de sortie du système scolaire. Ça renvoie à la question de l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des formations qui sont suffisamment professionnalisantes. Et puis c'est la question, Laurent Bigorgne a tout à fait raison, c'est la question de la seconde chance, c'est-à-dire est-ce qu'on met les gens qui sont sortis dans pas de très bonnes conditions du système scolaire, est-ce qu'on les met en situation de retrouver une possibilité de se former, d'acquérir des compétences, ayant gagné en maturité. Et notre système ne fonctionne pas bien de ce point de vue-là. Donc, on est en train... Alors, on fait des progrès. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'en fait pas. On fait... toute la logique de la formation professionnelle, je la critiquais tout à l'heure, la logique de la formation professionnelle est quand même en train de basculer de la responsabilité de l'entreprise à quelque chose qui est attaché à la personne du salarié. C'est très important parce que quand une entreprise, évidemment, si vous faites des petits jobs comme ça, aucune entreprise va vous former, aucune entreprise va avoir intérêt à vous former. Il faut que ce soit à la personne du salarié que ce soit attaché. Mais ensuite, il faut l'accompagner, il faut avoir des formations efficaces. Il ne faut pas lui dire vous devez passer 2 ans et sans revenu. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Il est temps de conclure. Merci à vous, Laurent Bigorgne. Merci. Alors, Jean Pisani-Ferry, vous nous présentez, c'est la conclusion de cette émission Place aux idées, votre livre coup de cœur. Nous vous l'avons demandé avant de préparer ce débat. Et il s'agit de... Alors, allons-y. Allez, je vous le donne, je vous le tends. C'est votre livre. Recherche pour la France. Recherche de la France de l'historien Pierre Nora chez Gallimard. Pourquoi ce choix ? Parce que je me suis dit que on travaille sur l'avenir, on travaille sur où on va. De temps en temps, il faut penser aussi à notre histoire, et penser à notre histoire longue. Pas seulement pour se donner de l'optimisme, mais aussi parce que je crois qu'on comprend des choses quand on travaille sur l'histoire longue. Alors j'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'histoire. Et parce qu'au fond, ça part de loin, hein, ça part de la Révolution. Oui, ça il est question de l'identité française. Il visite un certain nombre des grands monuments de l'identité française. Alors, le manuel d'histoire de la Vis, tout ce qui a formé des générations. Et c'est une manière de réfléchir, je crois, enfin de nous inviter tous à la réflexion sur effectivement comment on peut mobiliser cet héritage. Et comment on a pu aussi, dans le passé, surmonter un certain nombre de traumatismes violents, parce qu'on a eu des traumatismes violents. Merci à vous, Jean Pisani-Ferry, auteur de « Quelle France dans 10 ans ?» rapport de France Stratégie au Président de la République, qui est publié chez Fayard, hein, on peut se le procurer facilement. Et qui est disponible sur stratégie.gouv.fr. Sur le net. Merci à vous, Jean Pisani-Ferry, Laurent Bigorgne, Mathias Léridon, et à toute l'équipe qui a permis de préparer et réaliser cette émission. Bonsoir à tous et rendez-vous au mois de décembre, pour une nouvelle édition de Place aux idées sur LCP.